Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir aujourd'hui le grand essai électrisant, très électrisant, de l'Abarth 500e. C'est la déclinaison sportive de la Fiat 500 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Sa renommée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Carlo Abarth la doit au son inimitable des pots d'échappement qu'il produit alors pour Fiat, Lancia, Alfa Romeo et même Porsche, avant de devenir le préparateur à succès qu'on connaît. Aujourd'hui, en 2023, après une vie tumultueuse faite de rachats, de fermetures et de renaissance, Abarth se doit pour survivre de suivre la tendance, et la tendance, c'est l'électrification, dur à avaler pour un fabricant historique de pots d'échappement à la sonorité chantante. Qu'à cela ne tienne, 44 ans après la mort de son fondateur, Abarth, aujourd'hui en 2023, est toujours bien là et ne renonce pas à ce qui a fait sa réputation, à savoir une sonorité reconnaissable entre mille et du plaisir sur 4 roues. Mais tout cela est-il réellement compatible avec l'électrification que nous vivons aujourd'hui en 2023? Pour le savoir, j'ai pris le volant de cette Abarth 500e pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Il y en aura beaucoup encore durant les prochaines semaines, durant cet été. La semaine prochaine, dimanche à 18 h, on a rendez-vous avec une vieille connaissance qui revient en 2023 dans une version remaniée, un restylage demi-carrière, un restylage tellement profond qu'on l'appelle la nouvelle Volkswagen ID.3 puisque c'est d'elle dont il s'agit, la Volkswagen ID.3 2.0. Quelles sont les modifications apportées par Volkswagen qui dit avoir écouté les doléances des clients? Eh bien, on verra ça dimanche prochain à 18 h. Ensuite, on ira chez Mercedes à la rencontre du nouveau membre de la famille Mercedes, des voitures 100% électriques de Mercedes, la gamme EQ, qui commence à être relativement bien fournie. Ce sera la version SUV de la Mercedes EQE, c'est donc la EQE SUV. Et puis, je prendrai le volant de la voiture la plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue, au premier trimestre 2023. Ouais, rien que ça. Cette voiture, c'est bien évidemment la Tesla Model Y que j'essaierai dans sa version la plus accessible, la version propulsion à 2 roues motrices. Dans sa version la plus simple finalement, est-ce toujours une Tesla? Qu'est-ce qui fait le succès de cette voiture à travers le monde en ce moment? Quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Eh bien, toutes les réponses, ce sera dans les prochaines semaines. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications. Allez, c'est parti, place à l'essai. Extérieurement, l'Abarth 500e, c'est une Fiat 500e en tenue de sport, une Fiat 500e au look pour le moins radical, certainement dans cette couleur vert acide, couleur optionnelle. Rassurez-vous, d'autres couleurs beaucoup plus discrètes sont disponibles, mais aime-t-on vraiment la discrétion quand on choisit d'opter pour une Abarth? On a un kit carrosserie intégral également sur l'Abarth 500e qui d'ailleurs agrandit la voiture de 4 cm puisque la Fiat 500e mesure 3,63 m et qu'on est à 3,67 m pour cette Abarth 500e. Tant qu'on est dans les dimensions, sa largeur c'est 1,68 m, sa hauteur 1,52 m, c'est 1 cm de moins que la Fiat 500e et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, on est sur 2,32 m. Alors quelques éléments remarquables sur cette Abarth 500e, outre la couleur évidemment. On a ici la partie supérieure de l'éclairage LED, du cerclage LED au niveau des phares qui est fermé, qui est occulté par un élément en plastique. On a des jantes également, des jantes spécifiques, 17 pouces sur l'entrée de gamme, ce sera 18 pouces ici, elles sont très belles sur cette finition Turismo, la finition haut de gamme. Et puis on a à l'extérieur également des rétroviseurs qui sont de couleur grise, c'est du gris mat, voilà, qui donne un look également très agressif. Et vous la trouvez comment extérieurement, cette Abarth 500e? Alors c'est assez clivant, on aime ou on déteste? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Par rapport à la Fiat 500 dont elle dérive, eh bien cette Abarth 500e sous son capot dispose de 37 chevaux supplémentaires, faisant passer la puissance de 118 à 155 chevaux. Alors 155 chevaux,
c'est très bien, certainement dans un format comme celui-là, mais quand on voit la puissance disponible sous le capot des Abarth à moteur thermique, la 595 et la 695, soit respectivement 165 et 180 chevaux, eh bien on se met à rêver, et certainement quand on est à son volant, on verra ça tout à l'heure, d'une version encore plus puissante, tellement cette voiture est agréable à utiliser. Au niveau du moteur, c'est toujours le moteur synchrone à aimant permanent qu'on retrouve dans la Fiat 500 électrique, mais il a été ici optimisé, faisant passer son couple à 235 Nm et autorisant un 0 à 100 en 7 petites secondes. Alors 7 secondes, c'est 3 dixièmes de seconde moins rapide que l'Abarth à moteur thermique la plus puissante, la 695. 3 petits dixièmes de seconde seulement, alors que l'Abarth à moteur thermique dispose de 25 chevaux supplémentaires. Et oui, les miracles de l'électrique et de sa puissance disponible instantanément. La batterie haute tension qui équipe cette Abarth 500e, c'est exactement la même que celle qu'on va retrouver dans la Fiat 500e, c'est-à-dire une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité brute de 42,2 kWh, soit 37,8 kWh utile, réellement utilisable. Elle est logée sous le plancher, évidemment, entre les 4 roues, histoire de faire baisser le centre de gravité, ce qui est tout bon pour le comportement de la voiture, notamment en conduite sportive. Ça fait au moins un avantage de cette version électrique par rapport aux versions à moteur thermique Abarth, et ce n'est pas le seul, on verra d'ailleurs tout ça tout à l'heure. Concernant l'autonomie revendiquée sur une seule charge, sur cette finition Turismo qui est la finition haut de gamme, on est sur 253 km, soit 11 de moins que sur la version d'entrée de gamme qui elle propose 264 km sur une seule charge. Alors c'est des autonomies qui sont relativement modestes et vous pourrez encore retirer 10 km si vous optez pour les versions cabriolet. Autonomie relativement modeste et en plus cette voiture comme la Fiat 500e ne dispose pas d'une pompe à chaleur. L'autonomie risque donc d'être mise sous pression en période hivernale, autonomie qui n'est déjà pas gigantesque. Cette voiture est définitivement une citadine. Moi je les aime bien, hein, tous ces petits détails qu'on découvre en faisant le tour de la voiture, qu'on ne voit pas forcément au premier regard et qu'on découvre au fur et à mesure sur cette Abarth 500e, sur la Fiat 500e également. Alors parmi les petits détails, on a signalé tout à l'heure les cils en partie supérieure du regard, en partie supérieure des phares. On a normalement un bandeau LED. Ici, on a un cache en plastique noir sur cette Abarth 500e. On n'a pas parlé du logo Abarth qui est fièrement posé sur le capot, tout comme Abarth qui s'écrit en grand sur la face avant. J'aime bien également les clignotants qu'on va retrouver ici sous forme de lame à gauche et à droite. Les coques de rétroviseur, on en a parlé, hein, c'est du gris mat, c'est pour la sportivité. Ici, les poignées de porte qui sont héritées bien sûr de la Fiat 500e, qui sont affleurantes, c'est très moderne, c'est du plus bel effet avec une gâche électrique. Et puis le logo qu'on va retrouver ici, qu'on ne peut pas louper, et le 500e qui est plus discret à l'arrière de la vitre arrière. Et puis évidemment, on arrive à la trappe qui renferme les connecteurs de recharge. Alors, qu'en est-il en matière de recharge sur cette voiture? Eh bien, on a deux connecteurs, c'est la norme. D'abord, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, c'est celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien. Ce connecteur de type 2 il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW de puissance. 11 kW de puissance, c'est tout à fait la norme en 2023 et ça va permettre de recharger la batterie de cette voiture en 4h15 seulement. Bah oui, forcément, qui dit batterie de relativement petite capacité dit recharge plus rapide. On parle généralement d'une journée de travail ou d'une nuit de sommeil puisqu'on est aux alentours généralement de 7h, 7h30 par là. Ici, 4h15, ça va forcément beaucoup plus vite quand on a une batterie de 37,8 kWh utile et pas de 50, 60, 70, 80, voire plus. Ça, c'est pour la recharge du quotidien. Si vous allez parcourir de plus longs trajets, ce que vous ferez sans doute un petit peu moins régulièrement avec ce type de voiture qui est avant tout une citadine, eh bien vous aurez accès tout de même à la recharge sur le courant continu via le connecteur combo CCS, c'est-à-dire la somme des deux connecteurs. Là, vous aurez une puissance acceptée de 85 kW sur le courant continu. Alors, c'est pas gigantesque, hein, certaines font beaucoup mieux. Cela dit, ce sera très ponctuel. Et puis comme la batterie est de relativement petite capacité, vous aurez quand même une vitesse de recharge qui sera proche de celle d'autres voitures dont la recharge sur le courant alternatif, avec lesquelles la recharge sur le courant alternatif est plus élevée, mais qui ont aussi des plus grosses batteries. Et donc finalement, pour atteindre 80% ici, vous mettrez 35 minutes, ce sera généralement 20, 25 ou 30 minutes sur d'autres voitures. Donc on n'est pas si éloigné que ça en termes de temps de recharge sur le courant continu. Alors un seul petit regret quand même avec la recharge sur cette voiture, c'est au niveau des connecteurs et des caches des connecteurs. On est sur des caches en plastique, en caoutchouc ici. Pour celui en partie inférieure, c'est assez intuitif. Pour celui en partie supérieure, il y a un petit méplat. Il faut trouver où se trouve le méplat, etc. C'est pas vraiment évident.
précédent. Et puis les deux ont tendance à s'emmêler un petit peu. Donc personnellement, j'aurais préféré 2 petits clapets. Ça aurait été quand même nettement plus pratique. Voilà, c'est un petit détail. Pour le reste, franchement, on a tout ce qu'il faut en matière de recharge sur cette voiture, que ce soit sur le courant alternatif ou sur le courant continu. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous achetez une Abarth 500e, ce n'est pas pour la place à l'arrière, on verra ça dans un instant, et ce n'est pas non plus pour son volume de chargement qui évidemment n'est pas gigantesque. Cela dit, c'est le même que sur la Fiat 500e, on ne perd pas donc en capacité sur cette version Abarth. L'ouverture du haillon, vous l'avez vu, elle est manuelle, et puis ici on a cette toute petite tablette mignonne comme tout. Voilà ce petit cache-bagage qui donne accès ici en dessous à un coffre donc de 185 litres de volume. Il y a pas grand chose à dire en termes de praticité. Il n'y a pas grand chose non plus, on n'a pas de crochet, on n'a pas de prise 12 volts, etc. Rien du tout. Vous avez accès juste aux boutons ici qui permettent de rabattre la banquette arrière qui est quand même fractionnable 50-50. 550 litres sont disponibles une fois la banquette arrière complètement rabattue. Pour le reste, si vous soulevez le plancher du coffre, on voit quoi? Eh bien on voit le caisson de basse du système audio JBL qui est de série sur cette version, sur cette finition haut de gamme Turismo. C'est tout, donc pas grand chose à dire. 185 litres ou 550 litres de volume de chargement selon que la banquette arrière est en place ou complètement rabattue. C'est ce qu'on peut dire par rapport à cette Abarth 500e et son volume de chargement. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Abarth 500e, me voici installé à l'arrière. Tentative d'installation à l'arrière. Alors avec mon 1,90 m devant et moi derrière, c'est carrément impossible, je ne peux pas mettre mes jambes du tout. Avec Zoé installé à l'avant et son 1,78 m, là j'arrive quand même à m'installer à l'arrière. Alors je ne suis pas évidemment installé confortablement, mais je pourrais tout à fait faire quelques kilomètres pour dépanner dans cette position. Vous le voyez au niveau du toit, c'est un petit peu juste. Heureusement, je peux relever l'appui-tête arrière, donc il ne me gêne pas au niveau du dos. Et pour ce qui est des genoux, eh bien, je dois voyager quand même avec les genoux de part et d'autre du siège avant qui est réglé donc pour Zoé et son 1,78 m. En matière d'équipement, il n'y a pas grand chose ici à l'arrière. On a des poches aumônières à l'arrière des sièges avant, des 2 sièges avant. Pour le reste, à l'arrière de la console, il n'y a rien du tout. Pas de prise USB, rien de tout ça. Et on se sent, c'est vrai, un petit peu engoncé, forcément. Et notamment quand on mesure 1,90 m. Voilà pour l'arrière de cette voiture. C'est pas non plus pour la place à l'arrière que vous allez l'acheter, mais ça peut quand même largement dépanner. Alors pas si vous mesurez 1,90 m, mais si vous mesurez plus près d'1,78 m, là vous pourrez dépanner effectivement et installer notamment des enfants ici à l'arrière absolument sans problème. Pour des adultes, ça va devenir compliqué. Bienvenue à bord de cette Abarth 500e. Quand on s'installe au volant de cette voiture, on se sent tout de suite dans cette ambiance sportive si particulière, avec le Scorpion qui est bien présent, notamment sur le volant, sur les sièges qui sont bien enveloppants, avec le traitement Alcantara également sur le volant et les sièges, qui est du plus bel effet sur cette finition haut de gamme. Et puis ces surpiqûres jaunes et bleues qu'on va retrouver sur les portières et sur les sièges et qui viennent peaufiner à l'intérieur, qui jouent des coudes pour se démarquer de celui de la Fiat 500e et afficher sa propre personnalité. Alors évidemment, on regrettera tout de même l'emploi de plastique dur vraiment partout, même si, il faut bien le reconnaître, leur aspect reste très correct, comme d'ailleurs dans la Jeep Avenger essayée la semaine dernière, et dans la Fiat 500e évidemment. Un mot concernant la finition, globalement c'est tout à fait correct, mais pas exemplaire puisque je suis tombé sur ce bâillement ici à la liaison entre la garniture du montant de pare-brise et le pavillon. Alors c'est sans doute un coup de pas de bol, mais c'est dommage. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description complète du tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur, en partie supérieure la poignée d'ouverture et le bouton de déverrouillage électrique de la portière, comme dans une Tesla Model 3. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, et puis en partie basse, le vide-poche et la poignée d'ouverture de secours de la portière en cas de défaillance du système électrique. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, les capteurs de parking, le contrôle de la stabilité, les antibrouillards et le réglage de l'assiette des phares. Sur le volant à réglage manuel, en hauteur et en profondeur, on va retrouver à gauche la gestion de l'affichage dans l'écran instrument, la commande vocale et le téléphone. À droite, les aides à la conduite, limiteur de vitesse et régulateur de vitesse. Derrière le volant, à gauche et à droite, on va retrouver respectivement à gauche le changement de station pour la radio et à droite le réglage du volume, une position qui est plutôt sympathique en fait. C'est un endroit qu'on n'utilise jamais. Je trouve ça assez pratique quand on a les mains sur le volant de pouvoir manipuler ce qui se trouve derrière, les boutons qui se trouvent derrière qu'on n'a pas forcément
forcément besoin de voir, mais qui sont là notamment ici donc pour régler la station et le volume. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants, l'appel de phare, la commande de basculement automatique entre feu de route et feu de croisement et à l'extrémité l'activation-désactivation de l'aide au maintien dans la voie de circulation. À droite, les essuie-glaces, à l'avant mais également à l'arrière. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 7 pouces et dont le contenu est personnalisable grâce à la partie de gauche du volant. Alors on a une personnalisation qui est possible avec un menu horizontal. Voilà, on peut faire défiler, réglage véhicule, également le petit tutoriel. Ici les messages et alertes, ici la navigation. On a également possibilité d'afficher l'audio en cours de lecture. Et puis l'entretien également, petit infoservice, les assistances au conducteur, ainsi que les données de conduite. Données de conduite, on va retrouver là un menu vertical, par exemple, donc trip A, trip B, et voilà, on revient sur trip A, trip B. Donc on n'a pas d'instantané en tout cas. On a trip A et trip B et on peut évidemment faire un appui long pour réinitialiser. Voilà le trip A et ou le trip B. On va revenir sur l'écran général, c'est-à-dire celui-ci qui va être modifié, dont la présentation va être modifiée grâce à l'application des différents modes de conduite. On verra ça dans un instant. Alors, pas d'affichage tête haute disponible dans cette voiture, ce que les amateurs de cet équipement regretteront sans doute. Personnellement, je l'ai déjà dit, je peux m'en passer. Tout en haut, au centre de la console centrale, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 10,25 pouces. On y revient dans la suite. Sous cet écran, entre les aérateurs, les feux de détresse et le verrouillage centralisé. Plus bas, le bouton de démarrage à gauche et puis à droite, une ligne de boutons physiques avec les commandes relatives au chauffage et à la climatisation. Ensuite, on va retrouver une prise USB-A et un espace de rangement qui comprend un chargeur par induction sur cette finition haut de gamme. Le sélecteur de vitesse ensuite, alors comme dans la Fiat 500 électrique et la Jeep Avenger essayée la semaine dernière, il s'agit de boutons P, R, N ou D. Personnellement, dans une voiture à caractère sportif, j'aurais préféré un sélecteur classique, d'autant que c'est plus facile à manipuler sans forcément devoir le regarder. Plus sportif aussi, franchement, dans une Abarth, ça aurait été quand même plus sympa que ces boutons qui font un petit peu gadget, un petit peu trop électronique et pas assez automobile. Plus bas, un grand vide entre les deux sièges et plus en arrière, la console centrale avec tout d'abord cet astucieux couvercle basculant qui renferme un porte-gobelet, ça c'est bien vu. Ensuite, en partie supérieure, le sélecteur de mode de conduite, le frein de parking électrique et le volume du système audio avec fonction mute si vous enfoncez la roulette. Les modes de conduite justement qui vont avoir une influence sur l'affichage et évidemment une influence sur le comportement de la voiture, cela va de soi. On a différents modes de conduite, donc 3 au total. Alors on nous a épargné chez Abarth les traditionnels Eco, Normal et Sport pour proposer des dénominations bien plus évocatrices. On a Turismo tout d'abord qui propose une accélération plus douce et une puissance réduite pour davantage d'efficience. Vous l'aurez compris, c'est une sorte de mode éco. Scorpion Street ensuite, ça c'est vraiment mon mode de conduite préféré. C'est le mode du quotidien. On peut l'appeler le mode normal. Et puis Scorpion Track, là on change de registre. Le One Pedal Drive est désactivé et les performances sont maximisées. À vous de dompter la bête. Plus en arrière, encore sous le couvercle coulissant, un espace de rangement qui renferme une prise 12 volts, une prise USB-A et une prise USB-C. On y retrouve également un porte-gobelet, mais celui-là est difficile à utiliser en conduisant, donc privilégiez l'autre qui est bien plus pratique. Et puis l'accoudoir central, enfin, qui est coulissant et qui renferme lui aussi un espace de rangement qui n'est pas gigantesque évidemment, mais qui est toujours le bienvenu. La boîte à gants, enfin, pas gigantesque elle non plus, mais de contenance tout à fait correcte. Alors avant de passer à la suite, et notamment au système d'infodivertissement, 2 petites démonstrations. Tout d'abord le système de caméra. Alors si je passe la marche arrière, la caméra va s'afficher. On a 2 choses pour se guider dans cette voiture. D'une part, la caméra que vous voyez ici sur l'écran d'infodivertissement et puis qui propose une définition tout à fait correcte mais qui est très standard. Et puis dans l'écran instrument, on a la vision des capteurs de proximité à l'avant et à l'arrière. Et donc voilà les 2 systèmes qui vont vous permettre de vous glisser dans les espaces les plus restreints sans risquer de toucher les autres voitures. Ça c'est pour ce qui concerne la caméra. Et puis alors dans cette voiture on a un générateur de bruit.
Alors le générateur de bruit, c'est spécifique à la version haut de gamme, qui est la seule à disposer de ce générateur de bruit. C'est en fait un haut-parleur qui est positionné à l'arrière, en dessous de la voiture, et qui envoie donc du bruit à l'extérieur de la voiture pour simuler évidemment le bruit iconique qu'on va retrouver dans les voitures à moteur thermique chez Abarth. Le seul petit bémol, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais le seul petit bémol, c'est quand même au niveau du fonctionnement, c'est que on ne peut l'allumer ou l'éteindre qu'en étant à l'arrêt, puisqu'il faut aller dans les menus et ça ne s'affiche qu'à l'arrêt. Ça, c'est un petit peu dommage parce que si vous le mettez en ville, bon voilà, ça peut être rigolo. Sur voie rapide, ça devient très très vite fatigant. Pourquoi ? Parce que comme on n'a qu'une seule vitesse, il n'y a aucune simulation de passage de vitesse et donc on a un moteur qui va se mettre à hurler. Évidemment, quand on est à 120 ou 130 km/h, ben, ça hurle vraiment très très fort et le bruit est vraiment très envahissant dans l'habitacle. Donc en ville, c'est rigolo. Sur autoroute, c'est fatigant. On aimerait pouvoir entre les deux le désactiver, mais non, il faut s'arrêter. Alors ça se passe dans les menus. Si je vais à gauche, je suis dans écran. Là, je vais dans fonction électrique et je vais descendre sur son externe. Voilà. Et vous l'entendez sans doute. Il vient de se mettre en marche. Et si j'accélère, voilà. On a une simulation d'une montée en régime. Voilà, je vais être sympa avec les voisins, donc je vais le couper. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, voilà, je l'ai utilisé 3 minutes au démarrage pour voir ce que c'était. C'est sympathique, c'est très bien fait. Il y a eu 6000 heures de travail quand même qui ont été nécessaires pour mettre au point ce son Abarth de manière électronique. Mais personnellement, je peux tout à fait m'en passer, même si, voilà, quand vous montrez ça à quelqu'un, c'est assez rigolo. Mais c'est rigolo, 3 petites minutes. Alors, je vais le couper. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur de cette Abarth 500e. Place maintenant plus spécifiquement au système d'infodivertissement. Le système d'infodivertissement de cette Abarth 500e, heureusement, il s'éloigne un petit peu visuellement et dans son fonctionnement de celui qu'on va retrouver sur les autres productions du groupe Stellantis. Et c'est tant mieux, ça lui donne une vraie personnalité. Alors à gauche, on a un menu, hein, vous le voyez, avec l'écran d'accueil, composé de widgets que vous allez pouvoir ajouter, évidemment, ajouter des pages, organiser les widgets, etc. Ensuite, on a la partie média avec ce qu'il y a finalement de plus simple concernant la possibilité de mettre des favoris en évidence, à savoir une bande horizontale, hein, comme on le faisait avant de manière physique. Ici, c'est sur l'écran et vous allez pouvoir rajouter les radios que vous voulez. On est bien sûr ici sur toute la partie audio en fait, hein, donc sur les sources, vous allez pouvoir retrouver DAB, la radio FM, la radio AM même encore, le Bluetooth ou encore la lecture via une prise USB et voilà, une clé USB. Ici, la partie lecture avec le média en cours de lecture. Ici, la possibilité de parcourir, puisqu'on est à la radio, de parcourir l'ensemble des radios disponibles. Et ici, les réglages audio. Voilà, c'est assez simple, c'est assez évident. On va revenir sur lecture. La partie confort, ici, avec la partie chauffage et climatisation et des petites infos supplémentaires, possibilité par exemple d'activer les sièges chauffants ici. Vous allez pouvoir faire un maximum de choses avec les boutons physiques, mais ici vous avez accès également à ce menu qui vous permet d'ajuster ce que vous souhaitez ajuster de manière tactile. Ici notamment la température, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire sur le petit bouton, c'est comme vous voulez. Au niveau de la navigation, pas de planificateur d'itinéraire dans cette voiture, c'est dommage, mais en même temps c'est pas une voiture qui est destinée à faire des grands trajets en permanence, même si elle peut occasionnellement faire des grands trajets, bien évidemment. Pour le reste, on a ensuite le téléphone qui va, vous le voyez ici, être compatible avec Apple CarPlay, également avec Android Auto, le tout sans fil. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis le menu véhicule, menu classique, dans lequel vous allez retrouver plusieurs onglets. La partie véhicule électrique, la partie performance qu'on va retrouver ici. Voilà, ça c'est très très Abarth. Ici, les commandes, la possibilité d'éteindre l'écran. Et ici, au niveau des réglages, les réglages d'affichage, les réglages de profil, aide, sécurité et conduite également, avec les aides à la conduite, horloge et date, Bluetooth, téléphone, la voix également, la navigation, les caméras. Si on va sur caméra par exemple, voilà, on a deux petites possibilités de personnalisation ici. Rétroviseur et essuie-glace, voyant, frein, porte, verrouillage, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le menu plus profond de la voiture au niveau des réglages. Notez que quand vous êtes sur l'écran d'accueil, eh bien vous pouvez également, alors ici ils sont directement disponibles, mais vous le voyez, ils sont ici au-dessus également,
notamment ici à droite. Voilà, vous pouvez accéder directement au siège chauffant. C'est du on-off, donc il n'y a pas plusieurs niveaux de chauffage, on est sur du on-off. Donc ça c'est pratique également. Toute cette partie supérieure également affiche des petites informations. Ici on peut descendre également pour obtenir des petits raccourcis que vous allez faire glisser ici en dessous. Voilà, donc tout ça est fluide, réactif, ça fonctionne bien. On peut organiser ça comme on veut. Donc il y a le petit côté que j'ai bien aimé dans la Jeep Avenger la semaine dernière, à savoir pouvoir vraiment se mettre le nombre de pages qu'on veut avec exactement la disposition qu'on veut, etc. Donc ça c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas tous forcément envie d'avoir les mêmes infos aux mêmes endroits. Ici, regardez par exemple sur le widget radio, et bien même quand il est en formule réduite comme ici, eh bien on a quand même accès à des présélections. Donc voilà, tout ça est assez intuitif, assez réactif, ça fonctionne bien. Alors c'est en phase visuellement aussi avec la décoration de la voiture, le tableau de bord, l'univers dans lequel on se trouve et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le système d'infodivertissement de cet Abarth 500e. Pour démarrer, une pression sur le bouton Start et c'est parti. Alors pas besoin ici d'un appui long, comme dans la Jeep Avenger essayée la semaine dernière et d'autres voitures au sein du groupe Stellantis. Ouf. Vous sélectionnez ensuite D ou R et l'Abarth 500e s'élance avec une certaine vigueur, pour ne pas dire une vigueur certaine. En ville, cette petite bombe italienne profite du meilleur de l'électrique, à savoir des relances dynamiques et du silence, enfin du silence pour autant que vous clouiez le bec au générateur de bruit évidemment. Rien à dire concernant la position de conduite qui est relativement facile à trouver grâce aux réglages multiples proposés par les sièges et le volant. Les sièges sont bien enveloppants tout en étant moins étroits au niveau de l'assise que ceux de la Jeep Avenger essayée la semaine dernière. Ou alors avec mon 1,90 m, si j'avais pu reculer encore un petit peu le siège de quelques centimètres, je l'aurais fait volontiers parce que là, sur très long trajet, c'est un petit peu moins confortable. Mais soit, prenons cette voiture pour ce qu'elle est, à savoir une petite citadine sportive et certainement pas une grande routière. Choisir une Abarth, a priori, ça veut dire qu'on aime conduire. Et dans ce cas, eh bien, les aides à la conduite, elles passeront sans doute au second plan et vous privilégierez au quotidien un contact plus direct avec la route et la voiture. Cela dit, pour ceux que ça intéresse tout de même, sachez que le régulateur de vitesse simple fonctionne très correctement dans cette voiture, tout comme le maintien dans la voie de circulation. Alors, mention spéciale pour l'anti-patinage qui a pas mal de travail dans cette Abarth 500e. On va vite s'en rendre compte quand on passe en mode Scorpion Track, dans lequel l'anti-patinage est désactivé. Et là, on se rend compte que c'est le train avant qui frise le burn-out. Avec son châssis rigidifié, ses réglages de suspension spécifiques et sa puissance en hausse par rapport à la version Fiat, cette Abarth est plus que jamais un kart sur la route et elle invite vraiment à se faire plaisir. Le revers de la médaille, ce sera la dégradation sensible du confort par rapport à la Fiat 500e. On reste dans de l'acceptable, mais pour autant qu'on ait choisi l'Abarth 500e en connaissance de cause, c'est-à-dire en étant bien conscient qu'on va privilégier l'esprit sportif au détriment du confort. La répartition des masses est plus proche d'un 50-50 que sur les versions thermiques, ce qui est tout bon pour le comportement, qui est très sain en toutes circonstances. Alors offre-t-elle au final plus de plaisir au volant que la version essence 595 ou la 695 ? C'est difficile à dire, je dirais oui et non. Le plaisir de conduire, il est très différent, il n'est pas inintéressant en électrique, qui a aussi ses avantages comme un couple immédiat, la répartition des masses plus équilibrée et un centre de gravité très bas. Et puis pour ceux qui aiment quand ça fait du bruit, ça fait aussi du bruit dans cette voiture, mais uniquement si vous le souhaitez. Bah oui, comment parler de gestion des bruits dans une voiture qui elle-même génère du bruit et pas qu'un peu à la demande. Alors si vous aimez rouler au calme, soyez rassurés, vous pourrez le faire en coupant le générateur de bruit dans la finition haut de gamme, c'est-à-dire cette finition Turismo, et ce sera le cas en toutes circonstances dans la version d'entrée de gamme, parce que là il n'y a pas de générateur de bruit. Dans ces conditions, la voiture se montrera silencieuse en ville et relativement silencieuse sur voie rapide, relativement silencieuse pour une citadine bodybuildée. Il faudra quand même composer avec des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques, mais rien de rédhibitoire. Sur cette finition haut de gamme Turismo, vous aurez droit en plus du générateur de bruit extérieur à un système sonore JBL qui fait très bien son travail. Le son est vraiment pas mal avec 7 haut-parleurs dont un caisson de basse qui est situé dans le coffre, on l'a vu tout à l'heure. Vous souhaitez tracter une remorque, alors dans ce cas, vous n'avez pas choisi la bonne monture. L'Abarth 500e ne pourra rien faire pour vous puisqu'elle n'a pas la possibilité de tracter une charge, qu'elle soit freinée ou non freinée, ce qui au final semble assez logique. 9,7 mètres, c'est le diamètre de braquage proposé par cette voiture et c'est évidemment une valeur qui fait de cette Abarth 500e une reine de la ville, comme la Fiat 500 dont elle dérive évidemment. Cette voiture, c'est donc une sportive excentrique qui se faufile partout. C'est pas mal ça comme description, sportive excentrique
qui se faufile partout, ça lui va plutôt bien cette voiture. Un très bon point sur cette voiture, c'est le freinage et surtout la récupération d'énergie. Alors autant la semaine dernière, j'ai regretté de ne pas avoir un système de conduite à une pédale sur la Jeep Avenger, autant cette semaine, j'en ai un sur cette Abarth 500e et il est franchement efficace. Le ralentissement au lever de pied de l'accélérateur est très mordant, ce qui fait qu'on peut sans problème se passer de la pédale de frein dans la plupart des situations. Le seul petit bémol, c'est le manque de progressivité au démarrage. Quand la voiture se met en mouvement, elle a tendance à faire un petit bond quand même à partir de l'arrêt complet, à cause du auto-hold à mon avis, plutôt que de démarrer progressivement, ce qui fait que ça peut être un peu déroutant ou vous faire peur dans des espaces exigus lors des manœuvres. Pour le reste, c'est un vrai régal. Sur cette voiture, concernant l'éclairage, on va retrouver des phares full LED et des feux LED à l'arrière. Alors on l'a vu, ils sont automatiques, rien à dire donc concernant les phares, ils font le job sans en faire des caisses. On est évidemment bien loin d'un système matriciel, projection numérique, etc. Mais c'est certainement pas ce qu'on attend d'une Abarth 500e. L'autonomie théorique sur une seule charge, 253 km en cycle mixte dans cette version de l'Abarth 500e, norme WLTP. Alors j'ai opté cette semaine la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre, voire même un petit peu plus que d'habitude, de manière un petit peu plus dynamique. Bah oui, c'est une Abarth quand même. Cette semaine, il a fait entre 15 et 25 degrés au thermomètre. Là, il fait 23. Et sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu moins de 600 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 17,5 kWh au 100, avec donc un parcours autoroutier à 70%. Ce sont mes trajets du quotidien. Et c'est exactement la même valeur, 17,5 kWh au 100, que celle observée la semaine dernière après une semaine au volant de la Jeep Avenger. Considérant que j'ai malmené un petit peu plus l'Abarth que la Jeep, c'est donc franchement une bonne valeur, une valeur très correcte, sachant que l'autoroute en plus, en tant que citadine électrique, c'est pas vraiment son terrain de jeu de prédilection et qu'en plus donc j'ai poussé un petit peu davantage sur l'accélérateur que la semaine dernière avec la Jeep. Alors dans ces conditions, en fonction du style de conduite et des conditions de circulation, je pourrais parcourir un tout petit peu plus de 200 km réels sur une seule charge, ce qui est finalement pas si éloigné que ça des 253 km promis et qui seront donc atteignables en évitant les voies rapides. C'est suffisamment rare pour être signalé. Notez que l'affichage de l'autonomie restante dans l'écran instrument est lui aussi particulièrement précis et ça c'est très rassurant au quotidien et certainement quand on a une voiture qui a une autonomie relativement réduite comme cette Abarth 500e, je dis bravo. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Abarth 500e en Belgique, mais également en France et en Suisse où vous êtes très nombreux à suivre Charging Station. Merci de votre fidélité dans ces trois pays et bien sûr dans tous les autres pays de la francophonie où vous êtes nombreux à regarder les essais de Charging Station, à les commenter également, à les partager et ça me fait énormément plaisir. Merci de votre fidélité. Alors on va commencer par la Belgique, 37 790 €. C'est le prix de départ en Belgique. Dans ce cas-là, vous aurez la finition de base. Si vous voulez la finition supérieure Turismo, celle que j'ai essayée cette semaine, eh bien vous ajoutez 4 000 €. Si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, la version cabriolet, eh bien dans ce cas-là, vous ajoutez 3 000 €. Prix maximum en Belgique, 44 790 €, c'est-à-dire la finition Turismo, finition supérieure, en cabriolet. En France, les choses sont un petit peu plus complexes avec 3 finitions, plus sur les 2 finitions supérieures, la possibilité d'avoir la version cabrio. Les prix vont de 36 900 € pour l'entrée de gamme à 44 300 € pour la finition Turismo en cabriolet. En Suisse, les choses se présentent un petit peu comme en Belgique, à savoir un prix de départ qui est fixé à 37 990 francs. Si vous voulez opter pour la finition supérieure Turismo, vous ajoutez 4 000 francs. Si vous voulez, sur la finition de base ou la finition supérieure, opter pour la version cabriolet, vous ajoutez 3 000 francs. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de Abarth qui correspond à votre pays pour configurer votre Abarth 500e et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel, le leasing tout compris, ce qui facilite la gestion d'une flotte de voitures en entreprise et qui en plus vous permet de bénéficier de déductibilité propre aux entreprises et aux indépendants. Pour les particuliers, c'est plus récent, on a la formule de private lease. Alors le principe est le même, c'est du tout compris, donc ça constitue en soi
déjà un premier avantage, vous n'avez pas d'un mois à l'autre plus d'argent à dépenser, votre budget auto qui va exploser parce que vous devez changer les pneus, payer des taxes ou passer la voiture à l'entretien. Tout ça est compris dans la formule de leasing, tout compris proposée par Arval. Et puis deuxième bonne raison d'opter pour un private lease en ce moment, c'est qu'on est dans une période de transition technologique entre la voiture à moteur thermique et la voiture électrique. Les choses évoluent très rapidement. Bien malin est celui qui aujourd'hui peut me dire combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans au moment de la revendre. Là, vous ne prenez aucun risque puisque c'est de la location longue durée. À la fin du contrat, vous rendez la voiture et les clés et vous n'avez à vous soucier de rien. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture, c'est la société de leasing. Pour ces 2 raisons au moins, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite? Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas opter pour Autoscout24, qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Autoscout24, partenaire de Charging Station, eh bien, renferme en ce moment plus de 100 000 annonces, 100 000 voitures disponibles immédiatement. Et parmi ces voitures, des voitures d'occasion bien sûr, mais également des voitures neuves. Et parmi les voitures neuves, des voitures électrifiées, hybrides rechargeables ou 100% électriques. Allez donc faire un tour sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Rentrez vos critères sur la page d'accueil et en retour, eh bien, le site internet vous proposera une sélection de voitures qui correspondent le plus précisément aux critères que vous aurez rentrés. Sur Autoscout24, il est également possible d'obtenir une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Le principe est le même. Là aussi, vous vous rendez sur le petit formulaire, vous remplissez le formulaire avec les caractéristiques de votre voiture actuelle et en retour, eh bien, vous recevrez une offre de reprise pour votre voiture. Voilà une formule très simple et finalement un tout en un, puisque sur Autoscout24, vous pourrez en même temps faire reprendre votre voiture actuelle et récupérer la nouvelle, trouver la nouvelle grâce au moteur de recherche. Autant de bonnes raisons d'aller faire un tour sur autoscout24.be pour la Belgique et autoscout24.fr pour la France. En conclusion, une question s'impose. À qui s'adresse exactement cette Abarth 500e? Si vous aimez voyager avec un minimum de confort, même dans une citadine, eh bien passez votre chemin et optez plutôt pour l'excellente Fiat 500e. Si par contre vous aimez les petites voitures sportives et que franchir le pas de l'électrique ne vous rebute pas, eh bien foncez. L'Abarth 500e tiendra toutes ses promesses et n'a rien à envier aux Abarth thermiques en proposant une autre forme de plaisir de conduire qui n'est pas moins bien que celui ressenti au volant des Abarth thermiques, il est juste différent. Au rayon des petits bémols, je citerai le sélecteur de vitesse par touche qui manque un peu de magie peut-être dans une voiture à vocation sportive. Et puis l'absence de pompe à chaleur qui va mettre en hiver l'autonomie sous pression, une autonomie qui n'est déjà pas gigantesque à la base. Elle risque peut-être d'être du coup un petit peu juste pour certains. Mais allez vous faire votre propre opinion, c'est ce que je peux vous conseiller, notamment si vous êtes amateur d'Abarth à moteur thermique. Allez-y, poussez la porte du concessionnaire, allez vous faire votre propre opinion de cet Abarth 100% électrique. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera dimanche prochain à 18 h. On a rendez-vous chez Volkswagen avec la Volkswagen ID.3. Non, la nouvelle Volkswagen ID.3, comme on l'appelle chez Volkswagen. C'est dire que les changements, le repoudrage de mi-carrière est suffisamment important que pour l'appeler nouvelle Volkswagen ID.3. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. D'autres essais tout aussi électrisants durant les prochaines semaines. Je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, ne manquez pas ça pour ne rien rater justement. Abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous le savez, si vous souhaitez visionner les essais Charging Station dès qu'ils sont uploadés sur YouTube, parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion du dimanche à 18 h, vous pouvez activer la souscription. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et contre moins d'1 € par mois, donc c'est vraiment un tout petit montant, eh bien vous bénéficierez d'avantages comme par exemple mes conseils que je vous prodigue évidemment toujours avec beaucoup de plaisir et puis également la possibilité de visionner les essais dès qu'ils sont uploadés sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h. Si vous voulez soutenir Charging Station, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux également et dans tous les cas, eh bien, je vous remercie de votre fidélité à Charging Station et je vous dis à très bientôt.